Bonjour à tous, nous abordons la troisième partie de l'enquête sur le gigantisme, aux alentours de moins 12 000 jusqu'à moins 4 000, qui sera appelée la fracture par les Aoris. Donc la séparation se fait sentir, il y aura d'un côté les spirituels et de l'autre les matérialistes. Donc on a vu que le continent Terre a été créé il y a environ moins 50 000 ans sur Gaïa, qui a été raboté pour laisser la race humaine créée par la source s'installer afin de faire connaître l'amour aux géants qui vivaient là depuis au moins 1 million d'années. Le souci est que l'amour peut rendre triste, ça fait baisser les fréquences, donc ce qui permet aux entités négatives d'interférer la partie éthérique humaine, ça laisse une porte ouverte au mal. Donc nous devenons alors des portails organiques, des PO, contrôlés par le mal. Donc je rappelle que nous avons un corps physique et un corps éthérique, l'un ne va pas sans l'autre. Donc beaucoup de maux ne peuvent être soignés par la médecine traditionnelle, car le souci est lié au corps éthérique. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui traite de ce sujet dans le lien de description. Donc ça donne une idée de ce que l'hypnose régressive ésotérique peut soigner en faisant un nettoyage énergétique. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé afin de mieux la répertorier. Bien, je mets le télépathe en transe et on retourne à moins 12 000, là où on s'était arrêté la dernière fois, entre moins 12 000 et moins de 4 000. Donc on va voir toute cette période. Donc il capte qu'il n'y avait plus d'échange. S'ils se croisaient entre les Nouam et les Aoris, il n'y avait pas de violence, ils ne s'entretuaient pas, ils ne s'insultaient pas ni rien. Par contre, il n'y avait plus de communication. À peine un bonjour de la tête. Surtout les épaules, il roulait un peu les épaules pour se dire bonjour. C'était une manière de se dire bonjour. Et cette manière-là, ils ont continué de se dire bonjour, mais c'est tout. Plus d'échanges matériels, plus d'échanges de technologie. Les Aoris ont réfuté totalement, mais alors vraiment totalement, l'argent. Ils ont continué d'avoir cette forme d'échange. Tout le monde s'occupe de tout le monde a un travail qui s'occupe de tout le monde. Ils peuvent élever si bien leurs enfants dans la journée qu'un autre. Ils cuisinent pour tout le monde. Bien, entre les 12 000 et les moins 8 000, donc ces 4 000 ans, que s'est-il passé ? Ils ont continué à vivre côte à côte, mais sans se parler en fin de compte. Les Aoris ont nommé cette période la fracture, parce qu'ils ont compris que c'était irréversible, qu'ils ne reviendraient pas. Ils arrêteront d'essayer de les convaincre. Donc c'est stop. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc tu veux dire que les Aoris, eux, ils continuaient à leur dire qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin ? Oui. Mais au bout d'un moment, il faut penser à soi et oublier les autres. Sinon, on n'avance plus. Donc ils ont fini par les laisser de côté. Oui, ils ont compris que c'était peine perdue, qu'il n'y avait plus rien à faire. Les Noam ont été trompés, dupés au départ, mais ils ne le savaient pas, comme on l'est aujourd'hui en fait. Et tu as beau essayer de les éveiller, à peine 1% ont été éveillés, les Nouam sont revenus vers les Aoris. Le même problème en fait que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire éveiller la population.
Ensuite, c'est un choix de tout à chacun. Là, on est un petit peu plus qu'avant. Donc, par rapport à eux, on a quand même plus en pourcentage des humains éveillés qu'il n'y a eu d'Atlantes éveillés. Alors, de moins 12 000 à moins 8 000, donc pendant ces 4 000 ans, ça a commencé à décliner. Il y a eu les séparations. Donc à moins 8 000, ça a commencé à décliner sérieusement. Et à moins 4 000, il restait entre 3 000 et 4 000 Atlantes, pas plus. Ouais. Donc à moins 4 000, on arrive à tout ce qui est Égypte. Donc est-ce qu'ils ont vécu ensemble à cette période, les Atlantes et les Égyptiens, ou bien il y a des erreurs sur les datations? Donc là, les humains qui se sont posés sur Terre, il en reste 3 000, 4 000, hein, pas plus. Ils ont vécu un peu avec eux, mais bon, il y a tellement de mensonges du côté de l'Égypte. En fin de compte, les Égyptiens, ils sont qui, eux, par rapport aux derniers survivants des Atlantes? Ils ont moins d'ADN Atlante, on va dire. Ils ont moins d'ADN Atlante comparé au continent européen ou que le continent asiatique. Ils ont plus fait... Enfin, quand je dis moins d'ADN Atlante, on vient tous quasiment des Atlantes. C'est surtout entre les bons et les mauvais. Dans ces deux blocs-là, il y a plus d'Atlantes matérialistes que spirituels. Ce qui fait que l'Égypte a été un tremplin pour Anu, en fait. On n'est pas sans savoir qu'il y a environ 5000 ans, Anu, à peu près à ces dates, a commencé à s'incruster sérieusement. En fait, l'Égypte a été un formidable tremplin, avec les croyances des demi-dieux, les pharaons, tout ça. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de mensonges, mais il y a eu quand même des choses qui se sont produites. Donc oui, ils se sont côtoyés. Mais par rapport à ces 3-4 000 qu'il restait là d'Atlante, et les Égyptiens, ils sortent d'où en fin de compte les Égyptiens? C'est plus des personnes du deuxième groupe, des matérialistes? Et oui, c'est exactement ça. Mais ils font partie des 3-4 000 qui restaient en fin de compte? Non. Enfin oui et non. Je vais t'expliquer. Quand je t'ai dit ce qu'on appelle l'Atlantide, c'était pas l'Atlantide, hein, il y en avait partout. C'était pas que en Antarctique, c'était pas que à Alexandrie comme certains veulent le croire. Pas du tout. Il y en avait partout. Il y a vraiment eu un gros déluge en Égypte, qu'Alexandrie, enfin on l'appelle comme ça. C'était Miroha qui l'appelait. Mirouhraa. Les Atlantes l'appelaient comme ça, Miroha. Donc ça a été surnommé comme ça. Donc à un moment, il y a eu
On peut appeler ça un micro-déluge. Donc pour les Atlantes matérialistes qui ont vraiment mal tourné. Donc ça, c'était à quelle date environ le micro-déluge? Moins 6000. Il y avait des Atlantes qui déraillaient déjà. C'est comme si la source avait voulu les bloquer. Donc certains ont survécu, malgré que tout a été englouti. Certains ont survécu et ils ont donné naissance à cette Égypte. Et ils étaient tellement vulnérables aux entités que Anu s'en est emparé. Mais c'est pas d'eux qu'il a fait les demi-dieux. Anu a posé ces hybrides, ces enfants qui sont venus s'accoupler avec les femmes de ces Atlantes qui ont survécu, d'où la tête assez allongée qu'ils avaient à cette époque, qui a donné naissance aux lignées royales. Ça a donné naissance aux lignées royales pharaoniques. Donc en fin de compte, les hybrides, c'est quoi? C'est des mi-reptiliens, mi-hommes qui se sont accouplés avec des femmes atlantes en fin de compte. Ils sont accouplés, mais on ne peut pas dire mi-reptiliens. Ils ont 30% reptiliens, pas plus. Mais parfaitement malléables. Donc Anu peut les contrôler comme il veut. Ensuite, le reste de la population a servi, comme nous aujourd'hui, on sert à notre élite en fait. Ils ont fait partie du peuple, du bas peuple. Donc les Atlantes connaissaient leur existence évidemment. Ils venaient de temps en temps les voir, mais par peur de ne jamais revenir, ils évitaient cette zone. Et le déclin a continué. C'était assez compliqué. Donc là, on a moins 6000. Non, moins 6000, c'est quand il y a le micro-déluge. Donc là, on est revenu à l'époque où les Atlantes ont commencé à bouger. Donc j'en vois à peu près 4000. Et ils ont voulu trouver des terres plus fertiles, puisque toutes leurs installations étaient abandonnées, tout était englouti. Enfin, c'était assez compliqué. Donc c'est ceux-là qui se sont arrêtés en Égypte, qui ont débuté toute cette période égyptienne, oui. Donc en fin de compte, les pyramides existaient déjà. Elles étaient là déjà depuis longtemps, bien sûr. Donc les pyramides qu'il y a en Égypte, donc Gizeh et les autres, elles datent de quand alors? Donc ils captent des mélanges de dates entre la fabrication éthérique et physique. Mais bon, il y en a qui sont très très vieilles. Plus de 20 000 ans. Et le groupe d'environ 4000 Atlantes, là, qui a résisté, était majoritairement composé d'hommes. Il y avait très peu de femmes, donc beaucoup ont péri.
Et celles qui ont survécu, elles ont été, très prisées. Donc comme la femme ne pouvait pas se donner à plusieurs hommes, il y avait peut-être une femme pour 5 hommes. Donc c'était assez conflictuel. Donc ils ont réussi à rester quand même dans le respect, sauf que quand ils ont croisé les Atlantes rescapés qui étaient en Égypte, eux c'est l'inverse, il y avait plus de femmes. Quand le déluge est arrivé, les femmes étaient toutes à leurs occupations dans les champs, autour du Nil, un peu partout en fait. Là où c'est plus les femmes. Et là, il y a eu le nouveau mélange entre les bons Atlantes et les mauvais. Donc les hommes se sont accouplés avec les femmes. Donc celles qui étaient en Égypte. Donc il se passe quoi lorsqu'il y a le déluge? Les corps ils meurent. Et ceux qui sont passés du mauvais côté, en fin de compte, les âmes elles deviennent quoi? La source, elle autorise toutes les âmes à revenir, mais certaines se sont faites avoir et d'autres ont choisi un chemin différent. C'est comme tout, on n'oblige jamais. Il faut comprendre qu'il y a eu un gros mélange entre les bons et les mauvais Atlantes. Donc c'est le point négatif de cette période. Mais il n'y a pas eu que l'Égypte. Il y a eu l'Asie aussi. Quand je parle de l'Asie, je parle aussi de tout le sud-est de la Russie. Les Mongoliens, en fait, se sont aussi un peu mélangés avec ces Atlantes, puisque de l'Égypte, ils sont remontés donc ils se sont tous mélangés. Et par contre, les Mongoliens étaient, malgré qu'ils avaient choisi le camp matérialiste, ils étaient les plus spirituels des matérialistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve en Mongolie des gens très, très détachés du monde, très spirituels. Ils sont presque revenus à la source en recroisant leurs ancêtres, enfin la descendance de leurs ancêtres communs. Et là, c'était pareil. Il y avait beaucoup de femmes. Elles ont toutes trouvé un homme. Donc le groupe qui restait là, à moins 4000, il s'est presque divisé en 3 grands groupes. Un groupe pas très grand, mais pas mal quand même. Je dirais presque 1 millier d'habitants pour l'Égypte, qui est resté là. Et je dirais environ 1500 en Asie et presque 1700 en Russie. Donc ces Mongoliens peuplent encore aujourd'hui la Mongolie. La plupart de ceux qui sont là-bas depuis des générations et des générations ont une descendance atlante. La Chine et la Mongolie, beaucoup sont remontés au nord-ouest de la Russie, donc actuellement Moscou on va dire.
et ils ont commencé à redescendre sur l'Europe tout doucement. L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie. Le monde a commencé à se repeupler de cette manière. Ensuite, on va arriver à ce qu'on appelle notre époque. L'Égypte prenait de plus en plus d'ampleur. Et les Romains aussi prenaient de l'ampleur avec leur religion, leur croisade. Donc pourquoi cette volonté de toujours vouloir conquérir des pays, des terres? D'où ça vient ça? Ça vient tout simplement d'un peuple toujours plus grandissant. Rien ne leur appartenait. Ils étaient déjà soumis à une élite qui voulait toujours plus. Donc ils se servaient des peuples en fait pour agrandir leur royaume. Et l'excuse d'avoir un terrain trop petit était souvent celle qui était la plus avancée. Ils mettaient toujours en avant cette excuse pour que les gens se battent. Donc en fin de compte, c'est venu de cette élite qui avait soif de pouvoir. Oui. Ils ont tout fait en fait à cette époque. Donc aujourd'hui on fait tout pour nous stériliser et à cette époque on faisait tout pour qu'ils se reproduisent. C'était l'argument pour dire il faut conquérir des territoires. En fait, les 13 familles ont commencé à naître à cette époque. Donc on est en combien là? Moins 2005, avant Jésus-Christ. Donc par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'arrivée d'Anu, par rapport à la prise en otage des humains, eux ils ne le savaient pas, mais la source, elle réagit comment elle, de son côté? Parce que sa création, en fin de compte, elle est prise en otage. Il y a eu le déluge et puis ils se sont fait récupérer quand même par Anu derrière. Oui, tout à fait. Donc la source, elle se dit quoi, elle, de son point de vue? En fait, c'est la source ne veut pas écrire le futur elle-même, elle le laisse écrire. Elle sait que d'écrire le futur, ça n'avancera à rien. Tout ce qu'elle espère, c'est que l'homme se réveille de lui-même. Elle lui a donné toutes les cartes pour qu'il soit le maître de lui-même. Alors, que doit faire l'homme justement pour aller dans la bonne direction en fin de compte? Que doit-il appliquer lui? Juste avoir du courage. L'homme n'arrive pas à réaliser que s'ils s'unissent tous,
Ils ne peuvent absolument rien contre nous. Si tout le monde avait le courage de sortir dans la rue, parler d'une seule et même voix, ces 13 familles, enfin je devrais dire 11, puisque 2 ont basculé pour la source. Donc ces 11 familles, n'auraient aucun pouvoir. Elles vivent, elles sont sous notre dépendance, elles dépendent de nous. Ça, il faudrait que tout le monde le sache. Si on arrête de les nourrir, elles mourront d'elles-mêmes. Donc on les nourrit de quelle façon? De toutes les façons. Par l'obéissance tout simplement. On arrive à les nourrir et spirituellement et physiquement. Beaucoup de gens ne croient pas au complot, ne croient pas à la Kabbale, ne croient pas à tout ça. Les choses sont tellement différentes. On est vraiment manipulé. En fait, aujourd'hui, on donne une version de ces 13 familles pour qu'on puisse comprendre. Donc c'est à partir de là que tout a déraillé. La vie atlante n'est plus la vie atlante. Là, on est en train d'extrapoler une version extraterrestre, Illuminati, voire reptilienne. Bien sûr, il y a du vrai, mais pas à ce point. Déjà, il n'y a pas d'extraterrestres. Il faut arrêter avec ces conneries. Ceux que l'on croit extraterrestres, ce sont des HF200. Ceux que l'on dit reptiliens, les hybrides, ce sont des hybrides. Quelques apparitions, évidemment, se font dans la 3D de vrais reptiliens, 100% reptiliens, mais seulement au prix du sang et de la souffrance, donc au moment des rituels. Faut pas croire que les Illuminati sont à la merci, ce sont des reptiliens, non. Ils sont à leur merci. Donc les Illuminati sont à la merci des reptiliens, c'est ça? Oui. Ils travaillent pour eux. Tout comme Ashtar, que l'on croyait inférieur à un Anunnaki, alors qu'il est bien supérieur, comme Ashtar domine des Anunnaki, eh bien, des reptiliens dominent ce qu'on appelle la théorie du complot. C'est bien plus compliqué que tout ce qu'on peut voir, ça va encore plus loin. Mais on dit toujours qu'il y a des bons et des mauvais Anunnaki, alors c'est quoi la différence? Dans toutes les races, il y a des bons et des mauvais. Donc ils sont qui les Anunnaki au départ? Il n'y a pas vraiment de départ.
Ils sont la représentation du mal. Dans chaque personne, il y a du bon et du mauvais. Ensuite, il y a eu celui qu'on appelle le prince Anu, qui a eu 2 enfants, Enlil et Enki, qui eux-mêmes ont eu des lignées qui se sont reproduites. Mais le prince Anu, de base, il vient de la source, oui. Il est bon, mais comme nous tous, il a du bon et il a du mauvais. Il ne savait ressortir que le bon. Il a eu 2 enfants. Un qui n'a fait ressortir que principalement du bon, donc Enki, et l'autre qui a fait ressortir principalement que du mauvais, Enlil. Donc c'est comme Ashtar, il y a eu un bon Ashtar. Des gens l'ont vu naître d'une confédération galactique, et nous on l'a principalement vu en séance mauvais. Mais bon, la confusion elle est faite exprès. Faut pas oublier que derrière ces Anunnaki, il y a ces 13 familles. Ces familles, elles sont polyvalentes, elles sont multi-positions dans le monde. Elles ont tout le monde, pharmaceutique, laboratoire, tout ce qui fait partie du monde de l'argent, les banques, les médias. Elles prospèrent, toujours dans la méfiance, mais toujours grâce à nous. On leur donne toujours plus. Elles contrôlent totalement les élites politiques. La majorité des élites politiques aujourd'hui dans le monde ont travaillé pour une de ces grandes familles avant d'être lancées. Donc en fin de compte, ces familles elles ont un minimum de 30% d'ADN, elles ont un maximum d'ADN reptilien de 30%. Ouais. Donc il y a ces 13 familles, donc 11 familles qui sont contre nous, et les 2 qui ont tourné du côté de la source, qui sont contre l'exploitation humaine. Suite à cela, il y a des milliers de théories qui sortent, des complots. Une grande majorité sont vraies. Il y a réellement un complot mondial aujourd'hui. Et d'autres ont été là pour tromper, pour que les gens se perdent, pour embrouiller, pour ridiculiser. Donc les Bilderberg sont une famille extrêmement influente. Les Rothschild, les Sachs. Il y a aussi le clan Soros, assez puissant. Ils ne s'entendent pas si bien que ça entre eux. Même au sein d'une propre famille, il y a des jalousies.
Donc ces familles, elles étaient énormément discrètes, hein. Personne n'en savait rien au départ, hein. Quand la presse écrite a commencé d'exister, donc les premiers journaux, ils étaient encore assez discrets, hein, parce que c'était compliqué de faire savoir à tout le monde qu'ils existaient. Ils ont fait une erreur qui va certainement leur coûter la victoire, une grosse erreur. Ils ont laissé l'informatique aux mains de tout le monde. Depuis, tout va à leur encontre. Donc à présent, les langues se délient, même lorsqu'il y a censure. Tout le monde trouve moyen de faire barrage. Donc c'est compliqué pour eux. Ils ont laissé un accès qui aujourd'hui n'arrive plus à contrôler. Ils ont beau censurer ce qu'on appelle les GAFA, ça ne sert plus à rien. Il y a eu tellement de plateformes alternatives à Google, à YouTube, à Facebook, etc., qu'aujourd'hui les gens arrivent à partager tout ça, là, les informations. Il faut vraiment être idiot pour ne pas aller chercher de l'information. Une fois qu'on a compris ça, tout va bien. Le problème, c'est que le réveil, tout comme il avait fait mal à certains Atlantes, il est en train de faire mal à certains humains qui n'ont pas du tout les mêmes idées que nous. Aujourd'hui, c'est 13 familles, enfin c'est 11. Donc celle qui a vraiment mis un frein, c'est celle qui maîtrise la Russie aujourd'hui. C'est la plus loyale à la source. Donc en fait, ces familles restantes, ces 11, elles mettent en route le complot mondial, le nouvel ordre mondial. Elles voudraient tout au plus 1 milliard de personnes sur Terre, qui leur serviraient d'esclaves et leur fourniraient ce dont elles ont besoin. On va bientôt arriver à un point où la main-d'œuvre humaine ne sera même plus utile. Pour ça qu'ils mettent un point d'honneur à développer l'intelligence artificielle, l'IA. Plus besoin de main-d'œuvre, plus besoin de nous. Donc tout va être remplacé par les machines. Donc tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Pas d'argent, tu rentres chez toi et tu meurs. Tout est en place. Donc tout est en place, tu veux dire, pour éradiquer une bonne partie de la population, c'est ça? Oui. Par contre, on aurait déjà dû être éradiqué. Aujourd'hui, ils ont des freins parce que l'éveil est de plus en plus puissant. Il y a des groupes aujourd'hui qui se développent. Qui mettent un frein, une opposition sérieuse. Il y a beaucoup de résistance là. Donc ces 11 familles, ça risque de leur faire très mal.
Tu veux dire c'est une sorte de groupe de résistants? Oui. Ils sont bien moins nombreux qu'eux, mais par contre, tellement mieux organisés. Donc ça commence à être compliqué pour ces 11 familles. Cette épidémie, c'est le début en fait de leur plan. Faut pas l'oublier. On va assister à une hécatombe. Leur plan est diabolique. Toute manière, de grosses révoltes vont arriver. La supercherie est dévoilée chaque jour un peu plus. Nous arrivons à la fin de cette troisième partie. Donc on a bien compris que les survivants atlantes ont repeuplé la Terre et que nous sommes sous domination des 11 familles. Donc il est temps de prendre conscience de toute cette supercherie afin de nous libérer de cet esclavage qui a assez duré. Donc un grand merci aux télépathes, toujours aussi bien connectés. Prenez soin de vous.